Bonjour. Bonjour. Oui. Je vais vous présenter un texte fondateur qui s'est déroulé au XVIIIe siècle. Et je vais vous situer un peu le contexte socio-historique. Il s'agit de la Confédération Ashanti et le roi Osei Tutu est mort. On doit le remplacer. Et selon le système matrilinéaire de ce peuple Ashanti-là, l'héritage est obtenu de l'oncle maternel. C'est quoi? C'est-à-dire que si moi je décède, ce sont mes neveux de la même mère que moi qui vont hériter. Parce que selon eux, leur croyance, on est sûr d'être la maman de l'enfant, être l'enfant de la maman plutôt que l'enfant du père. Donc quand je meurs, ma soeur de même mère, ses enfants vont hériter de mes biens parce que tout prouve que c'est ma soeur. Alors, Dakon, qui était le neveu de Osei Tutu, a hérité du trône. Et à un moment donné, Dakon aussi est décédé. Il fallait donc combler le vide qui venait de se faire au niveau du trône royal. Mais il y a des gens qui étaient dans l'ombre, comme partout ailleurs sur la planète. Il y a des gens qui aiment toujours être dans les coulisses, à tirer les ficelles, à essayer de monter des coups. Il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que c'est obligé que ce soit seulement la sœur, une telle, qui ait ses enfants qui héritent du trône? Vous aussi, vous êtes capable d'hériter du trône? Donc, ils ont commencé à faire des tractations souterraines et ça a déclenché en une guerre fratricide. Kumasi, qui était la capitale de la Confédération Ashanti, s'est retrouvée à feu et à sang. Il y a eu des villages qui ont été incendiés, des gens qui ont été tués. Ceux qui étaient proches du roi Osei Tutu se sont vus tués. Mais Dakon, il avait une sœur. Et logiquement, sa sœur devait hériter du trône. Mais elle a vu que sa vie était en danger. Alors, il fallait qu'elle parte. Donc, je vous disais que je vais vous présenter un texte fondateur d'un peuple de la Côte d'Ivoire. Pas le peuple de Côte d'Ivoire, mais d'un peuple. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 langages différents. Mais là, il s'agit d'un peuple en particulier. Là, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. L'histoire dont je vais vous parler s'est déroulée à l'ouest du continent africain. Le continent africain, vous savez que c'est un continent qui a plus de 50 pays. Et donc, l'histoire va se dérouler dans cette zone-là de l'ouest du continent africain, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais au moment où les faits se tenaient, il n'y avait pas de Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de Ghana. Il n'y avait pas de Burkina Faso, il n'y avait pas de Libéria. C'est le colonisateur, une fois arrivé, qui a tracé les frontières de nos différents pays. À cette époque-là, les gens ils vivaient sur le territoire et ils allaient d'un point à un autre. C'est vrai qu'ils avaient des noms, ils avaient des royaumes et tout ça, mais ce n'était pas Côte d'Ivoire, ce n'était pas Ghana, etc., etc. Donc, de la Côte de l'Or à la Côte d'Ivoire. La Côte de l'Or, c'est le Ghana, et la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, mon pays, la Côte de l'Ivoire. Je vous présente donc la légende de Abla Pokou, la reine des Baoulés de Côte d'Ivoire. Alors, Abla Pokou, sachant que sa vie était en danger, menacée par des gens qui étaient dans l'ombre, qui tiraient les ficelles et qui voulaient que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le trône, a décidé de partir. Mais en partant, il y a des gens qui étaient fidèles à la Constitution, des gens qui étaient fidèles au système institutionnalisé, qui ont décidé de partir avec elle. Des vieux, des vieilles, des familles entières, des soldats, des domestiques. Tous ceux qui se reconnaissaient en elle ont décidé de partir avec elle parce qu'ils ne pouvaient pas accepter cette forfaiture, ce coup d'État qui ne disait pas son nom. Et donc, ils sont partis. Ils ont marché en pleine nuit. C'était la saison des pluies. Ils sont partis. Ils ont tout abandonné. C'était l'exil forcé. Il fallait choisir l'exil ou la survie. Enfin, l'exil ou la mort. Et l'exil était signe de survie. Les femmes ont pu prendre ce qu'elles pouvaient, les hommes ont pu prendre ce qu'ils pouvaient parce qu'ils n'avaient pas le temps. C'était une question de vie ou de mort. Alors, ils sont partis tous en une nuit
des centaines et des centaines de personnes qui ont décidé de suivre Abla Kokou vers une destinée inconnue, vers une terre qui allait les accueillir, mais ils ne savaient vraiment pas où aller. Et c'est ainsi qu'ils ont marché pendant longtemps. Ils n'avaient pas le temps de trop discuter. Ils s'arrêtaient à un endroit, ils mangeaient rapidement. Il y avait des gens qui mouraient sur le parcours. On s'arrangeait pour les enterrer rapidement. On n'avait vraiment pas le temps de niaiser, comme on dit. Il fallait aller vite. Et pendant ce temps-là, ils savaient que les gens les poursuivaient parce que s'ils réussissaient à s'en sortir, cela voulait dire que le trône qui avait été convoité serait pris par cette dernière. Donc, il fallait qu'on les tue. Comme ça, c'est sûr que ces gens-là n'allaient pas pouvoir accéder au trône. Et c'est comme ça qu'ils ont marché pendant longtemps, pendant un mois, pendant un an. La légende ne nous le dit pas. Toujours est-il qu'à un certain moment, ils se sont retrouvés face à un fleuve, le fleuve Komoé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont allés en pleine saison des pluies. Et comme partout ailleurs, même ici aussi, quand il y a le dégel, on voit que les rivières, on voit que les étendues d'eau sont en crue et ça déborde. C'était pendant la saison des pluies. Donc le fleuve Komoé avait débordé comme pas possible. Les vagues étaient mugissantes, c'était pas facile de passer. Mais le peuple Ashanti, c'est un peuple qui vivait dans les terres. Ce n'étaient pas des gens lagunaires, donc ils n'avaient pas de pirogue, ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissaient. Ils ne savaient pas comment faire pour traverser ce fleuve-là. Et à cette époque-là aussi, les gens croyaient aux esprits, les gens croyaient à l'esprit des morts et au génie et tout ça là. Donc, la reine, qu'est-ce qu'elle a fait? Le peuple la regardait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait prendre une décision parce que les poursuivants arrivaient. Les éclaireurs sont allés, on leur a dit que les poursuivants étaient à 2 ou 3 jours de marche. Donc, il fallait prendre une décision et traverser cette barrière naturelle-là. Alors, la reine, elle s'est adressée à son comian. Le comian, c'est le chaman chez les autochtones. On va dire le devin ou encore féticheur. Elle s'est adressée au comian, elle a dit, bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut demander aux esprits qui nous disent quelque chose. Le comian, il a consulté ses esprits, il a fait ses affaires, il a fait ses incantations, il a fait ce qu'il avait à faire, il a regardé dans sa calebasse, il a parlé aux esprits et il a eu une réponse dans sa calebasse. C'était quoi? Sacrifier ce qu'ils avaient de plus cher. Alors, je vous ai dit que c'était la côte de l'or, parce qu'à cette époque-là, les gens ils avaient la facilité d'exploiter les gisements d'or. C'était un peuple qui était très riche. Il y avait l'or, il y avait l'ivoire, mais ils avaient la terre qui était riche aussi. Dans leur fuite, les gens ont quand même réussi à prendre des biens. Puisqu'ils ne savaient pas où aller, peut-être qu'ils en auraient eu besoin là où ils allaient s'installer à nouveau. Alors les femmes ont fait sortir tout ce qu'elles avaient de bijoux, de parures, de pagnes tissées d'or. Elles les ont mis au pied du comian. Les hommes ont envoyé des taureaux, des vaches, en tout cas ce qu'ils avaient pu prendre dans ce qu'ils avaient comme bétail. Ils l'ont présenté au comian. Le comian alors a présenté ces biens-là au génie du fleuve. À un moment donné, il a encore parlé aux esprits dans sa calebasse, il a regardé dans sa calebasse, il a fait ce qu'il avait à faire, et puis il a eu une autre réponse. Le génie du fleuve a dit non, que lui ça ne l'intéressait pas, il n'avait pas besoin de bijoux. Il voulait que les gens sacrifient ce qu'ils avaient de plus cher. Qu'est-ce qu'on a de plus cher dans notre vie, si ce ne sont nos enfants? Alors, quand le devin, quand le comian, quand le chaman a donné cette réponse à la reine, il y a eu un silence de mort qui s'est abattu sur l'assemblée. Les femmes se sont éloignées avec leurs enfants. Les hommes se sont éloignés, ils sont allés rejoindre leur famille. Et la reine s'est retrouvée toute seule devant le chaman, face au fleuve. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre une décision. Elle avait un enfant, un seul enfant. C'était elle la reine. Et la reine, son devoir, c'est de protéger son peuple. Et ces gens-là avaient tout quitté pour elle. Ils avaient tout quitté pour la suivre. Elle ne pouvait pas les laisser se faire massacrer par les poursuivants qui arrivaient. Le tam-tam parleur, le tam-tam de guerre avait déjà résonné. Ils l'ont entendu de loin. Donc il fallait vraiment faire vite. Alors, elle a pris un moment de réflexion, juste quelques secondes.
elle a pris une grande inspiration et elle a envoyé quelqu'un aller chercher sa nourrice. Elle a demandé qu'on lui amène son enfant. Cet enfant-là, il devait avoir 9 à 10 mois. Elle a serré son enfant contre elle, sans émotion, pas une larme, droite, elle se tenait droite, comme une reine, comme une dame se tient droite. Et elle a dit à son enfant, Kwaku, je suis désolée, mais je vais être obligée de te sacrifier pour la survie de notre peuple. J'espère que ton sacrifice ne sera pas vain. J'ai mal, mais il faut que je fasse quelque chose. Elle a pris son enfant et elle l'a jeté dans les flots. Miraculeusement, après avoir jeté l'enfant dans les flots, le fleuve Comoé s'est calmé, il n'y avait plus de vagues, silence. Et il s'est passé quelque chose. Une dizaine ou peut-être une centaine d'hippopotames se sont mis les uns flanc contre flanc d'une rive à l'autre et le fleuve est devenu comme une sorte de pont. Ils ont pu passer. Ils ont traversé sur le dos des hippopotames et la reine a été la dernière à mettre le pied sur la terre ferme. Et quand elle a mis le pied sur la terre ferme, dans un sanglot refoulé, parce qu'elle ne pouvait pas pleurer, c'était elle la reine. Dans un sanglot refoulé, elle a dit Baouli. Baouli, qui veut dire l'enfant est mort. Et ils ont continué leur chemin. Les gens étaient contents, ils criaient et tout ça de joie, mais elle était toujours digne. Je vous ai dit qu'elle n'a pas versé une seule larme. Toute sa douleur était interne. Ils ont traversé de Koumassi, qui est le Ghana actuel, voilà la frontière. Ils ont marché jusqu'au fleuve Comoé. Le fleuve Comoé est ici. Ils ont traversé sur le dos des hippopotames. Ils ont traversé la Côte d'Ivoire, parce que voilà la Côte d'Ivoire ici. Ils se sont retrouvés à Sakassou. Sakassou, toutes ces villes que vous voyez là sont des villes qui existent actuellement en Côte d'Ivoire. Sakassou, ils ont décidé de s'installer là. Et ils ont voulu manifester la joie. Et les anciens ont dit, la première chose que nous allons faire, c'est les funérailles de l'enfant qui a été tué. Et Sakassou, ça veut dire, dans cette langue-là, lieu des funérailles. Ils se sont installés là. Et les Baoulés, et la transformation du Baouli, aujourd'hui, est le nom de cette ethnie-là, des gens de ce peuple de Côte d'Ivoire-là. Ils occupent le centre de la Côte d'Ivoire. Donc, toutes ces villes-là sont des villes Baoulées. Donc, eux, ils occupent toutes ces zones-là. Ce sont les Baoulés. Et ils ont transporté le système matrilinéaire. Donc, chez les Akans, qui est le groupe ethnique dont fait partie les Baoulés, eux, ils se font hériter les neveux. Ça continue comme ça. C'est le système matrilinéaire qui continue. Voilà comment on a acquis le peuple baoulé de Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'ai essayé de rendre hommage à cette reine-là en m'habillant comme ça parce que cette tenue-là est faite par les gens du centre de la Côte d'Ivoire, on appelle le pain baoulé. Donc voilà un peu, faire un clin d'œil à la culture. Donc cette reine-là, aujourd'hui on fait des statues un peu partout dans le pays pour lui rendre hommage. Et il y a eu un timbre qui a été fait à son effigie au 8e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et en 2014, pas très loin là, il y a eu un pont qui a été fait pour elle sur le fleuve Comoé en Côte d'Ivoire et ça a été inauguré pour lui rendre hommage. Il y a même un film qui a été fait en 3D qui est sorti en juillet 2013. J'ai mis la bande-annonce, mais je pense que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir le faire passer. Non, parce que non, malheureusement. Donc voilà un peu, je vous remercie. Voilà un peu le